On va commencer sur les manifestations neurologiques du Covid-19. Donc, c'est évidemment extrêmement pertinent actuellement parce que c'est loin d'être fini. Donc ça m'intéresse beaucoup, je dois dire, parce que j'ai pas fait la biblio. Et on va commencer par le délirium. C'est peut-être pas le sujet le plus facile. Et donc, c'est François Labaste de Toulouse qui va nous expliquer ça. Donc bonjour à tous, François Labaste, je suis anesthésiste réanimateur au CHU de Toulouse et je vais remercier les organisateurs de m'avoir proposé de vous parler des manifestations neurologiques dans le cadre de la Covid-19 et en particulier des phénomènes d'agitation et de délirium. Donc je m'excuse d'avance parce que ma présentation elle va avoir quelques petits ratés en termes d'animation, mais on va faire quand même, ça va très bien se passer. Donc comme vous le savez, la Covid-19 est une pathologie complexe et qui est liée à la présence du virus, le SARS-CoV-2, qui, on le sait, va se transmettre par l'inhalation de micro-gouttelettes qui contiennent le virus. Et donc là, c'est l'animation ratée. Le virus va aller se fixer grâce à la protéine S qui est à la surface du virus sur le récepteur qui lui est à la surface des cellules, principalement des voies respiratoires, qui s'appelle le récepteur ACE2. L'adhésion de la protéine S avec le récepteur ACE2 va entraîner l'endocytose du virus à l'intérieur des cellules l'ACE2 étant principalement présent sur les cellules des voies respiratoires. Ceci va expliquer les principaux symptômes qui sont classiquement décrits et médiatisés dans le cadre de la Covid-19, qui sont la toux, la fièvre, et puis à des stades plus avancés, la pneumopathie virale, avec, lorsque la réaction immunitaire est disproportionnée, des tableaux de SDRA qui peuvent survenir et qui sont les principales causes d'hospitalisation dans les services de réanimation. À côté de ces manifestations classiques, ils vont survenir des manifestations neurologiques et en particulier des phénomènes d'agitation et de confusion et de délirium. Le délirium est un syndrome clinique qui est finalement facile à diagnostiquer pour peu qu'on utilise les bons outils et qui correspond, selon les critères du DSM-4, à un début soudain des symptômes, un trouble de l'attention, auquel va s'associer une altération d'au moins une des fonctions cognitives. Et pour nous aider au diagnostic, eh bien, on va utiliser des échelles comme la Confusion Assessment Method, qui est une échelle qui va, pour pouvoir parler de délirium, avoir la nécessité d'avoir des symptômes de début soudain, un trouble attentionnel, une désorganisation de la pensée ou un trouble de la vigilance qui peut se faire soit sous la forme d'une agitation ou au contraire sous la forme d'une hypotonie. Le délirium, on le sait, c'est quelque chose qui est extrêmement fréquent. Jusqu'à 20% des patients lors de l'admission aux urgences et jusqu'à 50% des patients au décours d'une hospitalisation, quelle qu'en soit finalement la cause. Le délirium, c'est pas quelque chose qui est anodin, puisqu'on sait que lorsqu'il est présent soit à l'admission, soit au décours d'une hospitalisation, eh bien, il va augmenter la mortalité, il va diminuer à distance la qualité de vie des patients, entraîner plus de dépendance et aussi, à distance, augmenter le risque d'avoir des troubles cognitifs plus profonds. Ça représente un coût social et économique non négligeable et les facteurs de risque sont finalement bien décrits. C'est le sujet âgé, mais également l'importance du traumatisme sur votre organisme que va constituer la pathologie qui va vous avoir conduit à l'hôpital. Et parmi ces pathologies, on sait que les chirurgies lourdes, comme la chirurgie cardiaque, ou les contextes de réanimation sont des facteurs de risque de développer un délirium au décours de ces pathologies-là. Ainsi, dans la physiopathologie du délirium, ceci s'explique par le fait qu'il va survenir une neuroinflammation post-opératoire. En effet, au décours du traumatisme, donc de la pathologie initiale quelle qu'elle soit finalement, il va y avoir un trouble dans les phénomènes d'inflammation entre la phase pro-inflammatoire et la phase anti-inflammatoire qui va conduire à la survenue d'un syndrome de réponse inflammatoire d'origine systémique avec dans la présence dans le plasma de quantités anormales de cytokines pro-inflammatoires qui vont aller altérer la barrière hémato-encéphalique en entraînant une perméabilité de cette dernière. Il va y avoir du coup un passage d'éléments figurés du sang du plasma vers le système nerveux central. À ce niveau-là, il va y avoir une activation des cellules de l'immunité résidentes dans le système nerveux central qui s'appellent les cellules de la microglie en particulier. Ces cellules vont s'activer, générer de l'inflammation au niveau du système nerveux central et entraîner des perturbations cognitives. Ainsi, dans le cas de la pathologie Covid-19, je vous l'ai dit, un certain nombre de patients vont présenter des phénomènes de délirium ou de confusion. Ainsi, il a été maintenant bien démontré, dès le début finalement de la pandémie et avec des articles qui ont été publiés au mois d'avril, qu'un certain nombre de patients, et en particulier des sujets âgés, dans cette cohorte, c'est des patients de plus de 65 ans, eh bien, lorsqu'ils sont admis aux urgences, 14% d'entre eux vont présenter un délirium à l'admission. Dans cette première étude, le diagnostic de délirium n'était pas fait de façon standardisée et possiblement
l'incidence était sous-évaluée. Et dans ce deuxième papier, toujours des patients âgés de plus de 65 ans hospitalisés aux urgences dans plusieurs centres américains ont constaté que l'incidence était effectivement plus importante encore, avec jusqu'à 28% des patients qui présentaient un délirium lors de l'admission aux urgences pour Covid-19. Ce qui était intéressant de constater, c'est que lorsqu'on classait par ordre de fréquence les différents symptômes, à côté des symptômes classiques, la fièvre, les problèmes respiratoires et la toux, le délirium était le sixième symptôme par ordre de fréquence lors de l'admission aux urgences. Et 16% de ces patients-là ne présentaient comme seul symptôme pour le Covid-19 le délirium. Et aussi, on a constaté que parmi les patients qui avaient un délirium, 37% de ces patients-là n'avaient pas les symptômes classiques du délirium, de la Covid-19 qui étaient associés à ce délirium. Donc le délirium, finalement, à l'admission aux urgences, c'est quelque chose qui est fréquent et qui doit faire penser finalement à la possibilité d'une pathologie Covid-19. Les facteurs de risque ont été identifiés de façon non étonnante. On retrouve l'âge élevé, la présence de pathologies neurodégénératives et les traitements psychoactifs, la présence d'un antécédent d'AVC et les pathologies chroniques. Plus elles sont importantes, plus le risque était élevé de faire un délirium. Ce qui était intéressant également, c'est que les patients qui se présentent avec un délirium à l'admission ont finalement un parcours plus compliqué avec une morbidité augmentée. Ils ont plus de risques d'être admis en réanimation, plus de risques d'avoir un séjour prolongé et bien entendu une mortalité hospitalière plus élevée. En effet, quand on regarde dans ces cohortes de patients les facteurs de risque d'avoir une mortalité hospitalière, à côté des facteurs classiques que sont l'âge, les comorbidités et le fait d'avoir besoin d'une ventilation mécanique, on retrouvait le délirium comme facteur de risque de mortalité au décours de l'hospitalisation. Et comme on le voit ici, les patients qui avaient un délirium ont effectivement une mortalité plus élevée que ceux qui n'en avaient pas. Ainsi, dans cette première partie, on peut dire qu'à côté des symptômes classiques de la Covid-19, eh bien, le délirium peut être le seul symptôme de cette pathologie. Et en tout cas, il est associé lors de l'admission chez les sujets âgés à la Covid-19 et il faut le rechercher puisqu'il est associé à une augmentation des complications et on peut utiliser l'échelle de CAM. Et en tout cas, ça permet de flécher des patients qui seront peut-être plus à risque de faire de complications et donc avec un parcours qu'on peut leur proposer différent. À côté donc du délirium qui est déjà présent lors de l'admission aux urgences, eh bien, il y a aussi le délirium qui va se développer au décours de l'hospitalisation et en particulier en ce qui va concerner les anesthésies-réanimation lors du séjour en réanimation. Et ce qui va être intéressant de se devenir, c'est de se poser la question quel peut être l'impact sur le devenir de ces patients-là. Lorsque l'on regarde ce qui a été publié dans la littérature, dès le début, finalement, dès le mois d'avril, on constate que sur des cohortes de patients, là c'est une cohorte de patients français, on constate que 65% des patients admis en réanimation présentent une positivité à la CAM, avec donc un diagnostic de délirium qui a été posé. Ça a été également publié par d'autres équipes. Dans cette étude-là, avec un effectif plus important, des patients qui ressemblent aux patients qui sont communément admis en réanimation dans le contexte de la Covid-19, 84% d'entre eux présentaient soit un délirium, soit un examen neurologique anormal. Et enfin, la semaine dernière, a été publiée cette grosse cohorte de patients, 2088 patients, 69 réanimations réparties dans le monde, des patients qui ressemblent là aussi aux patients communément admis en réanimation, puisque ce sont principalement des SDRA, des hommes avec un âge médian de 64 et des patients qui sont graves, puisque l'IGS2 médian est de 40. Ce sont des patients qui sont ventilés, 67% d'entre eux ont une ventilation invasive, et 63% d'entre eux vont avoir des séances de décubitus ventral. Le délirium était diagnostiqué de façon intéressante avec la CAM et on constatait que 55% de ces patients présentaient un délirium lors du séjour en réanimation, donc ce qui fait que la fréquence est relativement importante et lorsque le patient est hospitalisé en réanimation dans les suites de Covid-19, le délirium semble être fréquent. On a pu identifier les facteurs de risque et on retrouve là aussi l'âge, la gravité avec plus le score IGS2 est grand et haut, plus le risque est important. Les antécédents de tabagisme actif et d'alcoolique, les patients alcooliques, les patients qui ont besoin d'une ventilation invasive, les patients qui ont recours à des vasopresseurs, les patients qui sont sédatés avec l'utilisation de benzodiazépines par rapport à la sédation par propofol et l'utilisation des opioïdes en continu. Et enfin, les patients qui ont une nécessité d'une contention physique sont plus à risque que les autres. Enfin, ils ont identifié également des facteurs protecteurs, puisque dans les réanimations où les visites étaient autorisées, eh bien, les patients présentaient moins de délirium que dans les services de réanimation où les visites étaient proscrites. Ainsi, comme je vous l'ai dit, le délirium dans le contexte de la Covid-19 semble être plus fréquent
en réanimation. Mais on peut se poser la question de savoir si c'est finalement la pathologie en elle-même, la Covid-19, qui va entraîner une augmentation du risque, ou si c'est finalement tout le contexte qui est autour, puisque, comme je vous l'ai dit, la réanimation, c'est un facteur de risque de délirium en soi. Et quand on regarde dans les différentes cohortes publiées sur l'incidence du délirium dans les réanimations, eh bien on peut trouver un peu tout, et on peut trouver des incidences qui vont de 20 à 84%. Cependant, dans les dernières cohortes de patients publiées dans des études qui avaient pour objectif d'évaluer l'impact de la mise en place de protocoles pour viser à réduire l'incidence du délirium, eh bien on constate que quand même l'incidence elle est plutôt aux alentours des 30 à 50%, ce qui semble peut-être un peu inférieur à ce qui est décrit dans le délirium, et cependant pour l'instant il n'y a pas de données dans la littérature qui comparent les patients qui ont un délirium dans le contexte d'un Covid-19 par rapport à la population un peu tout venant. Ainsi, les auteurs, notamment dans l'étude du Lancet publiée la semaine dernière, concluent que la Covid-19 semble augmenter l'incidence du délirium, mais il n'y a pas vraiment de fondement scientifique là-dessous. Cependant, quand même, il y a plusieurs éléments qui pourraient expliquer que la Covid-19 serait en soi un facteur de risque de délirium en réanimation. Et le premier d'entre eux, c'est que la Covid-19 a entraîné un syndrome inflammatoire systémique relativement important. Et je vous l'ai dit, c'est un des axes de physiopathologie dans le contexte du délirium. Et on sait que la Covid-19 a entraîné, dans certains cas, un orage cytokinique relativement important et qui peut rentrer dans le contexte de la physiopathologie du délirium. Et certains auteurs ont publié qu'effectivement, lorsque l'on dose les cytokines pro-inflammatoires dans le LCR de certains patients, on constate qu'il y a une augmentation de la présence notamment d'IL6, alors que chez ces patients-là, en dehors du seul patient qui a été détecté, n'était pas détecté le virus par RT-PCR sur les prélèvements de LCR. Ainsi, finalement, la Covid-19 rentre bien dans le cadre de ce qui est connu dans la physiopathologie du délirium, et en soi, ça peut expliquer la relative importance de la présence du délirium dans ce contexte. Cependant, il y a d'autres hypothèses qui peuvent survenir, et notamment le contexte du fait que chez les patients qui ont recours à une ventilation invasive et à un séjour en réanimation, c'est la plupart du temps dans un contexte de SDRA. Or, on sait que la ventilation invasive, c'est un facteur de risque de délirium en réanimation, et en particulier le SDRA est lui-même un facteur de risque de délirium dans des cohortes de patients en réanimation, puisque lorsque l'on compare l'incidence et des patients qui ont un délirium intubé dans un contexte de SDRA par rapport à des patients qui sont intubés dans un autre contexte, eh bien on voit que le délirium est un facteur de risque, le SDRA plutôt est un facteur de risque de délirium dans ces contextes-là. Ce qui est intéressant, c'est la seule étude qui a été publiée à ce jour, c'est que dans le contexte de SDRA, qu'on soit infecté à Covid-19 ou par exemple comparé aux patients qui ont une grippe, eh bien, on constate que l'incidence est relativement similaire, 70 à 75% de ces patients présentent un délirium, sans que la différence était significative, mais vous voyez, l'effectif est relativement modeste, 83 patients, donc des études supplémentaires seront nécessaires. Enfin, on peut s'intéresser à savoir si le délirium est augmenté à cause de la présence du virus au niveau du système nerveux central. En effet, il a été publié sur des autopsies de patients décédés dans le contexte de la Covid-19, la présence dans le cerveau de l'ARN du virus. Et donc, on sait maintenant que le SARS-CoV-2 peut avoir un tropisme neurologique. Pour cela, plusieurs hypothèses peuvent être expliquer sa présence au niveau du système nerveux central, soit tout d'abord du fait de sa présence au niveau pulmonaire, grâce à un passage hématologique, il peut migrer au niveau du système nerveux central, soit directement coloniser le système nerveux central grâce à sa entrée via les nerfs olfactifs, et on sait qu'un certain nombre de symptômes, c'est l'anosmie, et donc c'est des hypothèses qui pour l'instant ne sont pas vraiment confirmées de façon très rigoureuse, mais qui sont en tout cas des hypothèses qui sont publiées dans la littérature. Ainsi, on peut se poser la question de savoir si le SARS-CoV-2 qui manque ici est capable en lui-même d'aller activer les cellules de l'immunité quiescente du système nerveux central et la microglie, qui elle, à son tour, une fois qu'elle va être activée, va générer de la neuroinflammation et donc de la dysfonction cognitive. Enfin, ça sera probablement abordé dans un topo tout à l'heure. On sait aussi qu'un certain nombre de patients vont avoir des lésions ischémiques, et on sait aussi que 20% des patients qui ont une autopsie dans les suites d'un décès par Covid-19 vont avoir des lésions d'hypoxémie. Et donc, on sait que ces lésions vont elles aussi renforcer la neuroinflammation et peuvent expliquer la survenue d'un délirium. Enfin, ce qui est intéressant, c'est de s'intéresser aux pratiques. En effet, du fait de la pandémie
eh bien, un certain nombre de pratiques ont peut-être été différentes de d'habitude, et notamment l'utilisation des benzodiazépines, qu'on a vu qui était un facteur de risque de délirium dans la cohorte publiée la semaine dernière. Donc, facteur de risque par rapport à l'utilisation du propofol. Et on sait qu'un certain nombre d'équipes ont privilégié l'utilisation des benzodiazépines du fait d'une rupture d'approvisionnement du propofol. Et donc peut-être que l'incidence du délirium plus importante observée peut être liée à ces différences d'utilisation des médicaments sédatifs. Ensuite, il paraîtrait que effectivement la sédation de ces patients-là soit plus difficile. En effet, il a été montré que les patients étaient plus agités. Preuve en est, dans cette étude, dans un service de réanimation, ils ont intéressé au risque d'auto-extubation en fonction si le patient était Covid ou non Covid, et ils ont constaté que l'incidence de l'auto-extubation était beaucoup plus importante chez les patients Covid par rapport aux patients non Covid. Ensuite, il y a des asynchronismes avec le respirateur qui sont plus fréquents et du coup qui vont conduire à une sédation qui doit être plus profonde. La fièvre est également plus élevée, ça peut avoir un impact sur les consommations de sédatifs. Et du fait de la pandémie, on sait qu'un certain nombre d'équipes ont dû augmenter leur capacité de soignants qui étaient peut-être moins entraînés et du coup qui devaient utiliser des sédatifs en quantité peut-être plus profonde pour pouvoir mettre en sécurité les patients. De plus, on sait que du fait du contexte de pandémie, un certain nombre de services ont fermé leur possibilité d'accueillir les familles. Et on sait que la présence des familles, c'est un facteur protecteur. Et donc cette rupture avec l'environnement extérieur a pu favoriser l'incidence du délirium relativement élevé dans ce contexte. Ce qui est intéressant, c'est que ces travaux nous donnent des axes de modification et de prise en charge pour essayer de tenter de limiter la présence du délirium. Et un des axes modifiables, c'est l'utilisation des benzodiazépines IVSE. Et en début de pandémie, ont été republiées des recommandations pour l'analgésie et la sédation des patients avec un SDRA. Et on sait que quel que soit le niveau de sédation que l'on souhaite, le propofol est recommandé comme être utilisé en première intention. Je me permets aussi de rappeler l'importance du respect du bundle ABCDEF, qui est un groupe de réflexion, on va dire, qui s'intéresse à la douleur, la sédation, le réveil, la prise et la recherche du délirium, la prise en compte, la mobilisation et l'impact des familles. Et quand on respecte ces règles de réflexion au lit du malade, et bien quand on a plus de 60% d'adhésion à ce protocole, on sait qu'on va réduire la ventilation mécanique et on sait aussi qu'on va réduire l'incidence du délirium. Enfin, il faudra avoir une réflexion sur la visite des familles, puisqu'on sait que c'est un facteur qui permettrait de réduire l'incidence du délirium. Enfin, pour conclure, on faudra s'intéresser dans l'avenir au devenir cognitif de ces patients-là qui ont expérimenté à la fois la Covid-19 et le délirium, puisqu'on sait que le délirium en réanimation est associé à un devenir cognitif altéré. En effet, l'incidence des troubles cognitifs est beaucoup plus importante quand on a eu un délirium par rapport à quand on n'en a pas eu au long cours. Et donc, il faudra dans l'avenir suivre ces patients-là pour s'intéresser à leur devenir cognitif lorsqu'ils ont expérimenté en particulier Covid-19 plus délirium. En effet, il y a plusieurs éléments qui peuvent nous faire craindre une survenue plus importante de pathologies neurodégénératives, puisque la physiopathologie du virus au niveau du système nerveux central va entraîner un certain nombre de phénomènes qui sont proches de ceux rencontrés dans les pathologies neurodégénératives, comme l'accumulation de protéines, les phénomènes d'autophagie ou les dysfonctions mitochondriales, et également les phénomènes de neuroinflammation que l'on connaît, qui vont également être en lien avec la survenue d'une neurodégénérescence. Ainsi, le délirium dans le Covid-19, c'est un symptôme qui est fréquent et qu'il faut rechercher lors de l'admission des patients, en particulier des patients âgés. C'est quelque chose qui va survenir de façon très fréquente au décours de l'hospitalisation et que l'on peut tenter de modifier en termes d'incidence en limitant l'utilisation des benzodiazépines en réanimation et en favorisant la présence des proches. Et il sera important, quand la pandémie sera peut-être derrière nous, d'intéresser au devenir cognitif de ces patients-là et de voir si ça ne peut pas être dans l'avenir un problème de santé publique qui peut devenir de nouveau lui aussi majeur. Je vous remercie.